tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une, l'accord de trêve à Gaza, une énième fois violé par l'entité sioniste. 3 Palestiniens tombent en martyrs dans des attaques des forces d'occupation au nord et au sud de l'enclave. Fin de la première étape de l'accord de trêve à Gaza, le Hamas exige l'application de la deuxième phase alors que l'entité sioniste refuse de respecter les accords signés. Et en plein mois de Ramadan, l'entité sioniste décide de bloquer l'entrée des aides humanitaires à Gaza, une décision qualifiée de crime de guerre par la résistance palestinienne. Les développements en Palestine, occupés au cœur d'un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie algérienne et son homologue saoudien, on y reviendra dans ce journal. Et enfin, on vous emmènera faire un tour au Nigeria pour vous imprégner de l'ambiance ramadanesque auprès des musulmans de la ville de Jos. Bonsoir à toutes et à tous. La trêve à Gaza, une énième fois violée par l'entité sioniste. Ce dimanche, 2 Palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés par les balles des forces d'occupation à Rafah et à Khan Younes, au sud de la bande. Le centre d'information palestinien a rapporté qu'un drone de l'occupation a bombardé un rassemblement dans le quartier d'El Farajin à l'est de Khan Younes, entraînant la mort d'une femme, tandis qu'un jeune homme a été tué par les balles dans le centre-ville de Rafah. Et le nord de la bande de Gaza n'a pas été épargné ce dimanche. Un Palestinien est tombé en martyr après avoir été ciblé par un drone des forces d'occupation alors qu'il inspectait l'état de sa maison à Beit Hanoun. Un autre Palestinien grièvement blessé a été transporté à l'hôpital le plus proche. Et en plus des attaques aux drones, des tirs de sniper, les bombardements ont repris à Gaza. La défense civile palestinienne a fait état ce dimanche en fin de matinée de bombardements de chars dans la zone de Khan Younes au sud de l'enclave. Fin de la première étape de l'accord de trêve à Gaza. Le Hamas a exigé ce dimanche l'application de la deuxième étape, estimant que la proposition américaine de trêve jusqu'à mi-avril, acceptée par Benyamin Netanyahou, revient pour l'entité sioniste à se soustraire aux accords signés. Le dirigeant du mouvement de résistance, Mahmoud Mardawi, a une nouvelle fois réitéré que la seule façon de parvenir à la stabilité dans la région et au retour des prisonniers est d'achever la mise en œuvre de l'accord, en commençant par la mise en œuvre de la deuxième phase. Et comme si la violation de la trêve n'était pas suffisante, l'entité sioniste a décidé ce dimanche de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en plein mois de Ramadan et de fermer les passages, je cite, jusqu'à nouvel ordre. La résistance palestinienne qui a d'ailleurs réagi à cette décision qualifiée de crime contre l'humanité et de crime de guerre, dénonçant la suspension de l'entrée des aides par l'entité sioniste de chantage mesquin et de violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Le Hamas a appelé dans un communiqué les médiateurs et la communauté internationale à faire pression sur l'occupation pour cesser ces agissements lâches et cruels. Le Ramadan à Gaza n'est plus ce qu'il était il y a quelques années de cela, jadis une période de culte, de rassemblement et de célébration. Le mois sacré s'installe cette année dans une Gaza complètement détruite, abritant des familles endeuillées et qui ont perdu toute joie de vivre. Amal Amzine Zitouni. Malgré la trêve du cessez-le-feu à Gaza, les Palestiniens passent un Ramadan triste cette année. Le génocide sioniste a détruit une grande partie des éléments familiers et précieux du mois sacré musulman, tels que les Gazaouis le connaissaient autrefois.
Fatima El-Absi est une habitante de Jabalia à Raza. De faire des achats pour le ramadan, de rendre visite à des proches et d'aller à la mosquée pour prier avec son mari. Cette année, tout a changé pour elle. Son mari et son gendre ont été tués. Sa maison a été endommagée et brûlée. Et la mosquée qu'elle fréquentait pendant le ramadan a été détruite. Ce ramadan, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon mari et mon gendre. Ce sont des êtres chers que j'ai perdus. Je vis actuellement avec mes filles. Je n'ai pas où aller, alors je suis obligée de retourner dans ma maison détruite. Si j'avais le choix, je ne retournerais pas. Mais où vais-je ? Fatima se souvient avec amertume de la façon dont elle rompait le jeûne avec son mari, combien il lui manquait et comment elle se souvenait de lui lorsqu'elle priait. Ce ramadan est triste. Mon mari est tombé en martyr. Je l'ai perdu. Je me souviens de lui à chaque instant, à chaque minute, à chaque prière. Quand je suis à table et qu'il n'est pas là, je suis triste. Nous l'attendions. Nous rompions notre jeûne avec des dates jusqu'à ce qu'il termine la prière du Maghreb. Maintenant, quel dommage. Il n'y a plus personne à attendre autour de la table. Ni mon mari, ni le mari de ma fille. Le mois du Ramadan rassemble souvent famille et amis autour de repas festifs pour rompre le jeûne. Mais à Raza, là où les gens sont dépourvus de tout, avoir une table ramadanesque garnie relève de l'impossible. Chaque année, le premier jour, nous préparions des molokhia, du poulet, des soupes et des salades. Mais aujourd'hui, la situation ne nous permet pas d'aller au marché ni ailleurs, car la situation est difficile. Je n'ai personne pour m'aider à la maison. Il n'y a ni argent ni salaire, il n'y a rien. Comparé au dernier Ramadan, beaucoup de Palestiniens de Raza, comme El-Absi et sa famille, sont soulagés en cette période de trêve. Mais ils sont aussi inquiets et effrayés par ce qui va suivre et ce qui peut arriver à l'avenir si jamais l'occupation sioniste décide de rompre l'accord de cessez-le-feu et de reprendre ces bombardements qui ont fait des milliers de martyrs parmi les civils palestiniens. Et les célébrations du mois sacré sont également discrètes dans le gouvernorat de Tulkarm en Cisjordanie occupée, alors que les raids d'agression sionistes se poursuivent depuis 35 jours dans la région. Les habitants de la ville n'ont pas le cœur aux célébrations. On écoute. Il y a une énorme différence. À la maison, nous ne savons pas si nous devons accrocher des décorations pour le ramadan ou non. Le pays est plongé dans la tristesse et la ville de Tulkarm elle-même est empruntée de chagrin. La ville de Tulkarm est actuellement sous le siège le plus sévère qu'elle n'ait jamais connu. Depuis jeudi dernier, j'essaie de quitter Tulkarm pour terminer les travaux à Ramallah, mais c'est impossible, c'est très difficile. Deir el-Sharaf, la seule sortie de Tulkarm, est fermée. Comme des corps sans âme, les personnes que vous voyez devant vous traversent des grandes difficultés financières. La fermeture de Tulkarm et le manque d'intérêt des gens de l'extérieur pour venir ici, la situation financière est catastrophique. La situation économique est pire que jamais. Que Dieu nous vienne en aide. Et de nombreux Palestiniens se sont rassemblés samedi soir dans les esplanades de la Sainte Mosquée Al-Aqsa Al-Quds occupée pour effectuer la première prière du Ramadan, toujours sous haute surveillance de la police d'occupation. La police d'occupation qui empêche chaque semaine des centaines de Palestiniens d'accéder à la Sainte Mosquée. C'est d'ailleurs le cas de Hamza Al-Kalouti, libéré par l'entité sioniste après 24 ans passés dans ses geôles. Il est aujourd'hui interdit d'accès à la mosquée Al-Aqsa. Je vous propose d'écouter son témoignage. Les sentiments sont très difficiles et tristes, mais grâce à Dieu, je crois que nous devons être patients jusqu'à ce que nous puissions y accéder. Ce sont de grandes bénédictions, je ne peux pas décrire ce que je ressens. J'ai passé 24 ramadans sans ma famille et mes proches. C'est le premier jour où je rentre en jeûne avec mes proches et ma famille, ma mère, mon frère et mes neveux bien-aimés.
Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Avant, on faisait la soupe en prison avec les mêmes ingrédients et la salade aussi. Mais croyez-moi, le goût est différent maintenant. Et qui dit Ramadan dit solidarité et entraide. C'est exactement ce genre de scène que nous pouvons voir à Sanaa, la capitale du Yémen, où une cuisine caritative distribue depuis 6 ans des repas chauds aux plus démunis tout au long du mois sacré. La cuisine caritative a démarré en 2016. Nous avons commencé avec 100 bénéficiaires. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires a atteint 1500. Nous ciblons plusieurs zones de Sanaa, notamment At-Tahrir, Bir el-Souaidi, El-Balka et d'autres régions. Nous les remercions pour cette initiative caritative. Que Dieu les récompense pour avoir nourri les citoyens et les pauvres dans certains quartiers de Bir el-Azab, à Sanaa et ses environs. La demande est faible. Avant, une personne achetait des produits pour 30 000 riels yéménites. Aujourd'hui, ils n'en achètent que pour 10 000 riels. Avant, ils achetaient pour un conteneur, mais maintenant, ils achètent au kilo, voire au quart de kilo. Que Dieu ait pitié des citoyens. Beaucoup n'ont pas de salaire. Nous venons pour acheter des provisions alimentaires annuelles pour le mois de Ramadan, comme des dattes, des pâtes, des vermicelles et d'autres produits de saison. Les prix varient en raison du siège et de la guerre. Mais nous louons et remercions Dieu en toutes circonstances. On en parlait tout à l'heure en titre. Le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de la part de son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud. À cette occasion, les deux parties ont évoqué les développements de la cause palestinienne en prévision de la tenue mardi d'un sommet arabe d'urgence en sus de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique prévue vendredi prochain. Renforcement de la coopération entre Alger et Montevideo. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a discuté avec de hauts responsables uruguayens des voies et moyens à même de renforcer la coopération parlementaire, de consolider les relations bilatérales et d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat. Et ce, lors de cette visite officielle dans le pays en tant que représentant du président Abdelmajid Tebboune à l'occasion de l'investiture du nouveau président Yamandou Orsi. Le Parlement uruguayen, qui a d'ailleurs renouvelé son soutien aux droits des peuples palestiniens et sahraouis à l'autodétermination. Le président de la Chambre des députés uruguayens, Volodymyr Sebastián, en recevant samedi dans la capitale Montevideo le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Bourali, a confirmé son soutien à ces deux questions et également salué la révolution algérienne comme source d'inspiration pour les peuples en lutte pour la liberté. En parlant de lutte pour la liberté, la représentation du Front Polisario en Allemagne a appelé le mouvement de solidarité à accompagner le peuple sahraoui dans sa juste cause et sa juste lutte pour arrêter le pillage de ses ressources naturelles et demander des comptes aux entreprises impliquées dans les opérations de pillage qui contribuent à prolonger l'occupation militaire marocaine dans la région. Une demande qui intervient après que le peuple sahraoui ait remporté il y a quelques mois sa bataille juridique contre les accords de partenariat de commerce illégaux entre l'Union européenne et le régime du Maroc, qui inclut injustement les terres du Sahara occidental et ses eaux territoriales. Allez, direction le Nigeria, pays d'Afrique de l'Ouest, où les musulmans de la ville de Jos, située au centre-nord du pays, se sont rassemblés pour prier au premier jour du Ramadan. On y fait un tour avec Maria Chouilleur.
Samedi, à Jos, comme partout au Nigeria, les musulmans ont entamé le mois sacré du Ramadan. Ils se sont unis dans une prière collective, mettant de côté leurs préoccupations mondaines pour se consacrer pleinement à leur foi. Ce moment est l'occasion pour eux de se rapprocher de Dieu dans un climat de paix et de dévotion. Il n'y a que le Ramadan que l'on fait pour Dieu. Tout le reste, on le fait pour soi. Mais le Ramadan, c'est pour Allah. Il faut le prendre à cœur. C'est donc très important. Le Ramadan à Jos est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de renouveau spirituel, de solidarité et d'unité. Dans cette ville, les croyants cherchent à se rapprocher de Dieu tout en renforçant les liens qui les unissent. Malgré cette ferveur religieuse, certains aspects du Ramadan peuvent être teintés de préoccupations économiques, comme l'augmentation des prix des produits de consommation qui soulèvent des inquiétudes parmi la population. Les commerçants profitent de cette période pour augmenter les prix de leurs produits, alors que c'est censé être une période où l'on fait le bien et où l'on est récompensé. Ce que vous achetez avant le jeûne 50 naira, vous l'obtenez à 100 naira au début du jeûne. Au-delà de sa dimension religieuse, ce mois sacré est également un moment où la paix joue un rôle central. Jos, un endroit historiquement marqué par des tensions, devient un vecteur de réconciliation et d'unité. Ici, dans la capitale de l'État de Plateau, au centre du Nigeria comme dans de nombreuses autres régions du pays, la paix est un élément essentiel pour que les célébrations du Ramadan se déroulent dans une atmosphère de sérénité et d'unité. La paix est la clé de tout. Avec la paix, vous pouvez sortir et faire vos affaires et revenir à la maison en toute sécurité. Mais s'il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas sortir. Alors si Dieu le veut, à Jos, nous vivrons maintenant dans la paix et l'harmonie. Absorbé par la lecture du Coran, cet homme reflète à travers son acte l'essence même de ce mois sacré, dévotion, calme et quête spirituelle. C'est dans ce silence empreint de foi que le Ramadan révèle toute sa beauté. Et alors que la guerre déchire le Soudan, ils sont des dizaines d'hommes et de femmes de différents âges à rejoindre l'école de la seconde chance pour commencer leur apprentissage ou bien reprendre le cours de leurs études. Depuis 1995, l'école fondée par Amna Mohamed Ahmed s'est donnée pour mission première de combattre l'analphabétisme généralisé de sa communauté. Souhila Kilal. Dans la cour de cette école située dans l'est du Soudan, des enseignantes corrigent des copies. Ce n'est pas un établissement scolaire conventionnel, mais plutôt, comme qui dirait, une école de la seconde chance. Après avoir constaté l'analphabétisme généralisé de sa communauté, la fondatrice Amna Mohamed Ahmed a consacré ses 30 dernières années à aider les Soudanaises et les Soudanais qui le souhaitaient à reprendre leurs études, peu importe leur âge. Le projet a débuté en 1995, car environ 80% de la population locale et non locale était analphabète. Il y a des résultats et c'est un succès. Une personne analphabète passera de l'ignorance totale à l'apprentissage de la lecture, à l'université, à l'obtention d'un diplôme, à un emploi et à la possibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Au fil du temps, ce projet communautaire de lutte contre l'analphabétisme a su fédérer autour de son instigatrice un nombre d'enseignants volontaires désireux transmettre leur savoir au plus grand nombre, essentiellement ceux que la vie a éloignés dès leur jeune âge des bancs de l'école, majoritairement des femmes. Cette école est destinée aux personnes qui ont raté le train de l'éducation et qui ne sont jamais allées dans des écoles ordinaires. Pour différentes raisons, elles ont dû abandonner leurs études, en particulier les femmes, car beaucoup de leurs écoles ont cessé de fonctionner et cette école leur a permis de recevoir une éducation. J'éprouve le besoin d'apprendre et de poursuivre mes études. J'ai rejoint l'école et je continue à apprendre.
J'ai quitté l'école à l'âge de 11 ans. Maintenant, je veux terminer mes études pour pouvoir aider mes enfants. L'école correspond à ce que j'en avais entendu dire. C'est une bonne école. Les conflits internes qui secouent le Soudan depuis des années et les déplacements provoqués par les violences ont participé à creuser davantage le fossé de l'analphabétisme dans ce pays. Des écoles de la seconde chance, comme celle fondée par Amna Mohamed Ahmed, font office de bouée de sauvetage pour des milliers de Soudanais avides d'apprentissage et de savoir. Conflit en Ukraine, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que le Royaume-Uni et la France travaillent actuellement sur un plan de trêve avec l'Ukraine, et ce en marge du sommet des 15 Européens qui se déroule ce dimanche à Londres. L'initiative a été qualifiée par ce dernier d'avancée importante après que les liens entre Kiev et Washington ont été mis à l'épreuve lors de la confrontation publique de vendredi entre Trump et Zelensky. Nous avons maintenant convenu que le Royaume-Uni, la France et peut-être un ou deux autres pays travailleront avec l'Ukraine sur un plan visant à mettre fin au combat. Nous discuterons ensuite de ce plan avec les États-Unis. Ainsi, lors de la réunion d'hier soir, je pense que nous avons fait un pas dans la bonne direction, car comme je l'ai dit, personne ne veut voir ce qui s'est passé vendredi, mais il est vraiment important que nous gardions notre objectif principal, à savoir une paix durable en Ukraine. Dans ce sillage, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce dimanche que le président français Emmanuel Macron a pris position en faveur de la poursuite de la guerre en Ukraine par tous les moyens. Selon Dmitri Peskov, il faudrait attendre un peu pour voir comment la position des Européens évoluera compte tenu de leur contact avec les Américains et de la nouvelle dynamique des relations russo-américaines. De son côté, le président français a confirmé samedi qu'un dialogue avec le président russe Vladimir Poutine pourrait avoir lieu au moment opportun. Le Kremlin, qui estime d'ailleurs que le changement radical de politique étrangère des États-Unis à l'égard de la Russie correspondait largement à sa vision, déclarant que la précédente administration américaine a causé d'énormes dommages aux relations avec Moscou. Trump, c'est un pragmatique. Son slogan est le bon sens, ce qui signifie bien sûr, et tout le monde le voit déjà, un changement de comportement. Mais l'objectif reste Make America Great Again. Il a maintenant une nouvelle casquette. Tout ce que Trump a promis, il l'a fait. Vous voyez, cela donne à la politique un caractère vivant et humain. C'est pourquoi il est intéressant de travailler avec lui. Et avant de se quitter, on vous emmène dans un petit voyage dans l'ouest algérien, plus précisément dans la wilaya de Tlemcen, où le mois de Ramadan se mêle aux traditions culinaires ancestrales. Là-bas, impossible de couper le jeûne sans que la fameuse harira ne soit présente sur la table. Reportage de Mohamed Walid Ben Chaban. Chaque jour, cette artisane passionnée de Marnia ouvre les portes de sa boutique parfumée aux 1000 senteurs. Durant le mois de Ramadan, Jawed s'affaire avec soin à préparer les épices essentielles qui sublimeront les plats traditionnels des familles tlemceniennes et de tous les Algériens. Votre visite dans la ville de Marnia nous honore. Je souhaiterais vous inviter chez moi pour découvrir l'ambiance du premier jour de Ramadan. Nous préparons le plat principal, la harira, que toutes les familles tlemceniennes et marnaoui cuisinent traditionnellement pour cette occasion. Elle aura une saveur authentique. Pour vivre l'ambiance de l'iftar du premier jour de Ramadan, nous avons eu le privilège d'être accueillis chez Jawed pour assister à chaque étape de préparation de la harira de Marnia. Pour la harira de Marnia, il nous faut un morceau de viande d'agneau, des légumes, du persil, des pois chiches, des lentilles ainsi que des épices, du curcuma, du poivre, du cumin et du blé.
Au fil des cuissons, l'odeur enveloppante de la soupe nous rappelle pourquoi ce plat est si cher au cœur des Tlemceniens. Servie bien chaude, la harira est un véritable voyage gustatif où chaque ingrédient donne une saveur particulière à cette soupe grandement consommée à Tlemcen et dans tout l'ouest algérien. La harira est toujours présente sur la table. Le tagine sucré en tant que deuxième plat est également préparé, ainsi que le bourek. Durant tout le mois de Ramadan, chacun cuisine le plat de son choix. Dans cette rencontre, au-delà de la dégustation, c'est tout un pan du patrimoine culinaire algérien qui s'est dévoilé. Une tradition qui, grâce à des passionnés comme Jawed, continue de vibrer à chaque rupture de jeûne, ramenant saveur et souvenirs. Un reportage qui donne l'eau à la bouche. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur L24 News. À demain.